Bonsoir à tous, bienvenue dans les studios du Figaro. On va parler de Bruno Retailleau et de ses dernières déclarations. Le ministre de l'Intérieur aura-t-il gain de cause dans son bras de fer avec l'Algérie, gain de cause aussi sur la loi concernant le narcotrafic. On reviendra également sur les dernières déclarations du Premier ministre sur les retraites et la polémique qu'elle suscite avec une question: le conclave est-il terminé? Autant de sujets d'ailleurs qui peuvent agiter à gauche, ça vous a peut-être échappé, mais des débats également se font jour pour se réinventer sans la France insoumise. Est-ce possible pour la gauche? Est-ce possible de se réinventer sans passer par la case radicalité? Bienvenue dans le club Le Figaro Politique. Et on en débat avec nos invités ce soir. Bonsoir Pascal Perrineau. Bonsoir. Professeur émérite à Sciences Po Paris, mais je ne me lasse pas de signaler votre dernier livre, Vos mémoires, le goût de la politique. C'est aux éditions Odile Jacob, livre qui a été d'ailleurs couronné du prix du livre politique 2024. Bonsoir Anne de Guigné. Bonsoir Vincent. Vous êtes spécialiste des politiques économiques, notamment au Figaro. Je signale également que vous avez un podcast qu'on peut retrouver également sur le Figaro Radio et sur le site du Figaro, où vous expliquez justement les grandes questions économiques et les grandes questions de politique économique, et bien sûr chroniqueuse chaque lundi dans le Figaro, et dans votre dernière chronique revient sur le problème des pensions de réversion dans le cadre des discussions actuelles sur les retraites. On y reviendra tout à l'heure dans l'émission. Bonsoir Célestine Gentilleul. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste au service politique et vous êtes journaliste tout-terrain, puisque dès que c'est de l'actualité politique, ça tombe dans votre escarcelle, ça tombe bien parce qu'on a pas mal de sujets à voir avec vous ce soir. Bonsoir Claire Konorit. Merci de revenir dans les studios du Figaro. Ça tombe bien parce que vous couvrez en particulier. Alors je signale que vous avez écrit 2 romans et ça fait partie de vos talents. En ce qui me concerne, votre talent principal reste d'être passé par le service vidéo du Figaro. C'est vrai. Et d'y avoir fait déjà des prouesses. Elles sont aussi littéraires et elles sont politiques parce que vous êtes particulièrement bien informés et vous pourrez nous dire jusqu'où justement est prêt à aller Bruno Retailleau. Tant que j'ai la conviction d'être utile et que les moyens me sont donnés, je serai mobilisé. Mais si on me demandait de céder sur ce sujet majeur pour la sécurité des Français, évidemment que je le refuserai. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur chez nos confrères du Parisien dimanche. Il faisait allusion, bien évidemment, au bras de fer avec l'Algérie. À la question, Bruno Retailleau a-t-il eu raison de mettre sa démission dans la balance? Les internautes du Figaro ont été nombreux à répondre, et nombreux à répondre oui, à près de 90%, près de 87%, pardon. Partagez-vous leur avis, Pascal? Oui, parce qu'il y a, j'allais dire, un style Retailleau. Le style Retailleau, c'est ne pas se contenter d'éléments de langage, mais de faire en sorte que ces éléments de langage soient suivis d'actes. Qu'on sorte de ce que l'on connaît très bien avec des gouvernements de gauche, des gouvernements de droite. Il faudrait que nous allons nous en occuper, soyons fermes. Et puis, rien ne suit. Retailleau, l'actuel ministre de l'Intérieur, c'est tout à fait autre chose. Il y a la volonté, en effet, que les actes suivent, et si possible, ce n'est pas un naïf. Les actes ne vont pas suivre demain, mais peut-être qu'après-demain ou dans quelques mois, il serait utile que le ligne bouge. Et d'autre part, je dirais que à la fois le chef de gouvernement, le président de la République, l'actuelle majorité doivent faire attention parce qu'il n'y a pas tellement, d'hommes et de femmes populaires dans ce gouvernement. À part M. Darmanin et M. Retailleau, la popularité, pour l'instant, est extrêmement faible des optimistes. On va voir justement quel impact cela pourrait avoir. Mais d'abord, peut-être une question, Claire. Qu'est-ce qui a amené Bruno Retailleau à tenir ses propos
ce week-end? Faut un tout petit peu recontextualiser. En réalité, cette menace de démission, elle est un peu là depuis le début. Certes, elle a été dite dans sa bouche chez nos confrères du Parisien plus frontalement ce week-end. Plus explicitement. Hein. Très explicitement. Mais, ça vous a étonné? Non, pas vraiment, parce que... D'abord, encore une fois, c'était une des conditions posées dès le départ par Bruno Retailleau. Moins avec Michel Barnier parce qu'il venait de sa famille politique, mais en tout cas auprès de François Bayrou, c'était exactement le même discours. Je veux telle garantie et telle garantie, et si ces conditions ne seront pas remplies, et je ne vois aucune raison pour laquelle je resterai au sein du gouvernement. Là, il l'a dit plus explicitement. On peut l'imaginer, c'était quand même à la veille d'une intervention médiatique de François Bayrou, après des semaines un peu tumultueuses sur la question algérienne et de la riposte française à mener. D'abord, Emmanuel Macron et Bruno Retailleau n'étaient pas tout à fait raccords, et c'est sans doute un peu le cas encore aujourd'hui, sur, le dosage de la fermeté à avancer auprès d'Alger. Les deux hommes se sont ensuite, pas réconciliés, mais se sont alignés sur une espèce de feuille de route qu'on appelle de riposte graduée. Donc, en gros, voici la liste des menaces qu'on peut apposer à l'Algérie, de la plus faible à la plus forte étant la dénonciation des différents accords qui lient la France à l'Algérie. Et donc, évidemment, François Bayrou était attendu au tournant parmi d'autres sujets ce dimanche. Et donc le ministre de l'Intérieur a bien fait, sans doute un peu opportunément, de rappeler qu'en effet, s'il n'avait pas de gain de cause sur sa ligne de fermeté, il ne resterait pas au sein de l'équipe gouvernementale. La question, Bruno Retailleau a-t-il eu raison de mettre sa démission dans la balance? Est-ce que c'est votre avis également? Oui, je pense qu'il est à l'intérieur, les Français attendent en effet beaucoup de fermeté, du caractère. Il l'a incarné jusqu'à présent. Et en plus, il met sa démission dans la balance, mais on a vu avant le texte du Parisien, il le fait quand même, voilà, en prenant toutes les précautions d'usage qui permettront si on ne me donne pas les moyens. En fait, ce qu'il veut dire aussi, il fait référence aussi au texte sur le narcotrafic, qui a été en grande partie détricoté à l'Assemblée, dans les travaux autour des commissions, qui rentrent aujourd'hui en discussion générale à l'Assemblée. Donc c'est aussi une manière, évidemment, comme disait Claire, de mettre un coup de pression sur François Bayrou, mais essentiellement, je pense, sur les députés qui vont examiner ce texte sur le narcotrafic. Et après, il va essayer de... Et c'est vrai que le texte, en commission, a vraiment été très dénaturé par rapport à son ambition initiale. On va écouter, c'est François Ruffin qui en a parlé, on va l'écouter et après je vous fais réagir. Au départ, ce qui est fait par la commission d'enquête du Sénat est bon, et ensuite on se retrouve avec de l'improvisation tous azimuts de M. Darmanin, qui avait échoué comme ministre de l'Intérieur face au narcotrafic. Donc vous êtes contre la loi telle que la souhaite Bruno Retailleau? Telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne convient pas. Alors, telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne convient pas. Ce qui est vrai, c'est que, comme le disait Anne à l'instant, elle a été profondément modifiée entre son passage chez sénateur, où c'était une loi qui était extrêmement ferme, et il y a eu quand même plusieurs blocs de fermeté, si on peut dire, qui ont été enlevés, Célestine. Oui, plus les députés détricotent un texte, plus ils affaiblissent l'auteur. Pour Bruno Retailleau, c'est un texte quand même assez important. Il sait qu'il n'aura pas une grande loi immigration, ce ne sera pas possible, ce sera des initiatives parlementaires, comme l'avait évoqué François Bayrou. Donc de fait, cette loi sur le narcotrafic, qui est aussi celle de Gérald Darmanin, c'est quand même en haut des priorités sur le bureau du ministre de l'Intérieur. Donc c'est important. Et je pense que l'importance de ce texte, c'est aussi parce que Bruno Retailleau ne doit pas se laisser piéger par le fait d'être un ministre de la parole. Et en fait, on voit dans les oppositions, mais aussi un petit peu quand même chez ses adversaires internes, mais en tout cas chez les soutiens de Laurent Wauquiez, qu'on tend à dire Bruno Retailleau, oui, super la popularité, mais enfin, où sont les actes ? C'est ce que fait le RN, qui, lorsque Bruno Retailleau a évoqué une éventuelle démission comme une piqûre de rappel, a dit mais en fait, vous avez déjà cédé, monsieur Retailleau. Et c'est exactement le même jeu qui s'est déroulé face à l'Algérie, quelques semaines plus tôt, où il avait déjà, en fait, appelé à démissionner. Donc, pour lui, tout le pari, c'est de réussir à faire quelque chose, concrètement, sans tomber, effectivement, dans
c'est pas un homme d'une hyper-communication, il n'est pas dans l'hyper-communication qu'on avait pu connaître avec Gabriel Attal ou en cas chez les macronistes, mais en tout cas, c'est un homme dont la parole pèse. Et il faut voir maintenant si ça se concrétise dans des actes. Et c'est tout son pari. On arrive à un moment de vérité, Pascal Perrineau, dans cette séquence du passage de Bruno Retailleau, place Beauvau. Oui, parce que ce gouvernement Bayrou, est-ce autre chose qu'un gouvernement d'attente ? Un gouvernement qui, en effet, cherche à négocier à l'agonie. On ne peut pas lui reprocher. L'état de la majorité est tel qu'il faut certainement en passer un peu par là. Mais cela n'empêche pas que sur certains terrains, il puisse y avoir des actes forts. D'ailleurs... Mais quel pourrait être le Par exemple, la loi sur le narcotrafic, tout de même, à l'Assemblée, la Chambre haute, au Sénat, c'était l'unanimité. Hein ? Et donc là, c'est une partie de la gauche parlementaire, on vient d'entendre François Ruffin, qui tente de détricoter cette affaire. Mais on voit bien qu'il peut y avoir, avec une majorité forte, et même au-delà, il peut y avoir des actes forts dans ce gouvernement qui, oui, est un gouvernement de transition. On verra combien de temps ça dure. Comment, place Beauvau, on positionne le curseur ? Comment Bruno Retailleau pourrait-il avoir gain de cause ? Sur le narcotrafic, par exemple, ce que disait Cécile est très juste, il n'y aura pas de grande loi Retailleau. De par la configuration de l'Assemblée, c'est impossible, c'est impensable. Donc politiquement, il joue gros sur cette affaire, sachant qu'on ne le voit pas encore, mais je suis bien curieuse de voir comment Gérald Darmanin et Bruno Retailleau vont agir dans l'hémicycle. Ils vont accorder leur violon ? Ils vont faire semblant d'accorder leur violon. Mais je suis sûre qu'à un moment, comme l'avait fait le ministre de la Justice Didier Migaud, on parlait déjà de la création d'un PNACO, donc le fameux parquet national. Un parquet national de lutte contre le narcotrafic sur le modèle du parquet national antiterroriste ou du PNF. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Bruno Retailleau est à Marseille avec Didier Migaud, qui était alors garde des Sceaux, et Didier Migaud, à sa manière, glisse une petite phrase qui, comme ça, l'air de rien, on se dit bon, d'accord, mais en fait, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « ce texte, c'est essentiellement des mesures de justice ». Et donc, à la fin de la semaine, puisque les députés vont débattre de ce texte, je suis bien curieuse de savoir qui va obtenir le plus gros gain politique, qui des deux, entre Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Bruno Retailleau vise la création du PNACO. Mais si Gérald Darmanin rappelle que tout ça est finalement ressort de son domaine, de sa juridiction, on va voir, si vous voulez, comment cette dynamique entre les deux va se dérouler. On fait un petit arrêt sur image sur la question de la popularité de Bruno Retailleau. Elle est réelle. Est-ce qu'elle est de nature à pouvoir faire infléchir ses interlocuteurs au gouvernement ou bien à l'Élysée sur ces sujets fondamentaux, en tout cas sur ces sujets jugés fondamentaux par le ministre de l'Intérieur? Je répondrai rationnellement oui. Ils ont tout intérêt. Ouais. Mais vous savez, la politique, ça n'est pas toujours la raison qui triomphe, et les bisbilles internes, les ambitions personnelles peuvent faire perdre de vue l'intérêt général de cette majorité. Mais l'intérêt général de cette majorité, qui est déjà faible, fragmentée, c'est d'avoir tout de même et de jouer quelques ressources de popularité. Quand vous regardez aujourd'hui toutes les enquêtes depuis des semaines et des semaines, si vous voulez, le président, même s'il reconstitue un peu sa pelote, a une popularité faible, le Premier ministre a une popularité faible, Retailleau a une popularité neuve, forte, qui dit d'ailleurs, qui aurait dit ça il y a 3 mois, qui dit qu'il va falloir compter avec lui dans les années qui viennent. Donc, il y a quelque chose qui projette aussi cette majorité vers l'avenir, avec un homme dont on se dit, tiens, il pourrait déranger les habitudes. Alors, on va voir, on aura déjà un retour sur le duel qui oppose au sein de LR Wauquiez, qui est là depuis longtemps dans le paysage de la droite, et Bruno Retailleau, qui est là, mais depuis moins longtemps, et pas dans les mêmes positions qu'étaient les positions dominantes de Laurent Wauquiez. Donc, vraiment, je crois que la majorité n'a pas intérêt à se priver de cela, parce qu'elle risque, en termes de dynamique, et Dieu sait si c'est difficile pour un gouvernement de transition comme ça d'avoir une dynamique, elle risque en termes de dynamique de s'affaisser.
J'ai deux dernières questions avant qu'on passe à l'autre partie, mais sur cette partie de Bruno Retailleau. D'abord, quelles sont les relations entre Bruno Retailleau et François Bayrou ? Ils s'entendent bien. Je pense qu'un peu comme avec Emmanuel Macron, il y a, c'est un peu ce que vous dites, une alliance d'intérêts. Toute cette histoire de ce gouvernement, c'est un peu un win-win. Hein. Donc, en gros, celui qui tirera le premier risque sérieusement de s'affaiblir. François Bayrou, rappelons-le quand même, est un vieux centriste, donc c'est pas une grande histoire d'amour entre François Bayrou et la droite, et ça en a fait grincer quelques-uns quand Bruno Retailleau a intégré son gouvernement. Peut-être que Pascal Perrineau, qui est un connaisseur de l'histoire et de la géographie de ces tendances-là, nous dira que c'est deux nuances de démocratie chrétienne, une plus à gauche, une plus à droite. Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Mais Bayrou, c'est vrai que, si vous voulez, quand vous regardez toute son histoire politique, l'essentiel de la carrière de Bayrou s'est fait d'ailleurs en association avec la droite, depuis Giscard jusqu'à nos jours. L'hypercentre, ça a été récent. Chez Bayrou. Mais c'est vrai que c'est encore un des rares hommes connus qui représente ce courant de la démocratie chrétienne, et que ça crée tout de même, c'est pas deux tendances de la démocratie chrétienne, ça crée parmi ceux qui ont affronté le Bayrou dernière manière, le Bayrou de l'hypercentre, qui n'hésitait pas de temps en temps à soutenir la gauche contre un candidat de droite. Hein. Ça lui est arrivé. Ça a laissé de mauvais souvenirs à pas mal d'hommes de droite. Très mauvais souvenir. Petit tour de table rapidement. Votre pronostic, partira ou partira pas, On restera. Il aime trop son poste. Célestine. Ouais, il partira pas. Pascal. Oui, je crois ceux qui voudraient le voir partir reviendront à la raison. Au moins le temps de la campagne pour la présidence du parti. Donc, parce qu'il vaut mieux rester ministre. Ouais. Donc jusqu'à mi-mai, 17 mai. Après, ça change vraiment de semaine en semaine, on verra. Mais c'est ça la question pour Bruno Retailleau. Quelle est sa valeur politique s'il n'est plus au gouvernement ? Et je ne dis pas qu'elle est nulle. Je dis que quand vous n'êtes plus ministre et que vous êtes dans la course pour la présidence d'un parti, vous avez soudainement un autre statut. Et là, il faut recomposer. Donc si je vous suis, si Hubert perd peut-être la bataille sur le narcotrafic, il y a la bataille d'Algérie. Et là, ça peut continuer quand même un certain nombre de jours dans le jeu de poker mental entre Paris et Alger. Merci beaucoup pour ces premières réponses. On va s'intéresser à une autre question, à une autre polémique, c'est celle qui concerne les retraites, avec un acte 1, les propos tenus par le Premier ministre sur France Inter ce dimanche. Il n'y a plus de corps intermédiaire. Tout se passe comme si, c'est d'ailleurs une idée qui vient de la Révolution, comme s'il n'y avait que le sommet et une base indifférenciée. Or, la conception de la société qui est la mienne, celle qui aurait permis, j'en suis sûr, d'éviter beaucoup d'erreurs, c'est celle au contraire d'une société qui participe aux décisions. On va avoir des temps difficiles, vous l'avez dit. On va avoir des exigences qui vont être des exigences de contribution, de travail. Eh bien, il faut qu'on en discute. Il y a beaucoup de gens qui veulent surtout qu'on revienne aux 62 ans. Ça va être possible, ça, ou pas, dans le contexte dans lequel on est ? Non. Voilà, c'était la dernière réponse, c'est celle qu'il fallait retenir. Et l'acte 2, eh bien, c'est le commentaire dans la foulée du ministre de l'économie, Éric Lombard, un petit peu plus tard dans la journée de ce dimanche. La position du gouvernement, elle est exprimée par le Premier ministre. Ma position, je le redis, et je sais que c'est partagé par le Premier ministre, c'est aux partenaires sociaux de décider. Et c'est la ligne qui a été fixée, c'est sans totem ni tabou. L'art de dire qu'on est d'accord pour dire deux choses extrêmement inverses. Alors, qui croire, Anne de Guigné ? D'ailleurs, ce qui est amusant dans l'intervention de François Bayrou, donc vous avez quand même tout un long temps d'éloges des corps intermédiaires, regret de la loi Le Chapelier, tout ça. Pour terminer, Pascal Perrineau commenter parce que je pense qu'il va nous faire un morceau de bravoure sur ça. Écoutez, en fait, leur avis quand même, on s'en moque. Donc c'est vrai que c'est quand même assez maladroit. Financièrement, économiquement, bien évidemment qu'il ne faut pas revenir aux 62 ans. Ça n'a aucun sens. Ça n'avait déjà aucun sens avant les questions de financement de la défense. Aujourd'hui, ce serait complètement lunaire. Mais c'est vrai que la manière dont le François Bayrou amène cette évidence est maladroite. Il fait quoi ? Il essaye de sortir du piège dans lequel il s'est mis, Célestine, avec son discours d'intronisation, son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, où il annonce, contre toute attente, ce conclave. Franchement, là, en tout cas, sur la séquence de France Inter, j'ai du mal à croire que
s'est préparé, qu'il s'apprête à vraiment annoncer ça. On le voit un peu d'ailleurs dans le visage d'Éric Lombard. Il y a quand même un peu d'embarras. Ils n'avaient pas l'air d'être très au courant de ce qu'avait statué le Premier ministre. Donc je pense que c'est probablement une maladresse plus qu'une annonce. Mais ceci dit, il y a quand même une petite musique qui monte depuis quelques jours sur le fait qu'on ne peut pas revenir à la retraite à 62 ans. Mais en même temps... Je pense, enfin tout ça, il y a beaucoup de faux semblants, c'est-à-dire que je ne sais pas si François Bayrou a vraiment cru à un seul moment remettre vraiment en chantier la réforme, si la gauche a vraiment cru à un seul moment que le Premier ministre, ou du moins accepterait de revenir à 62 ans. Je pense que c'est aussi pas mal de mascarade qu'on voit dans ce contexte-là, puisqu'en fait, effectivement, déjà dans le contexte budgétaire de base, c'était difficilement envisageable, et je pense que ce qu'il relevait très bien, c'était la lettre qu'avait envoyée François Bayrou justement pour instaurer ce conclave, dans laquelle il posait deux conditions, c'est-à-dire de suivre la trajectoire financière du système des retraites et de ne pas, de rétablir l'équilibre du système dès 2030. Donc à partir du moment où on pose ces deux conditions, je pense que la question des 62 ans était déjà quand même à côté. Est-ce que vous pouviez faire des trucs techniques en augmentant le temps de cotisation, qui est évidemment des pare-feux, ça revient exactement au même, mais bon, c'est sûr qu'il simplifie les discussions, il sort de l'ambiguïté, mais sans doute en effet un peu à son détriment. C'était intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement on entend un certain nombre de propos et de déclarations, notamment émanant des syndicats, suite à ces propos de François Bayrou, disant qu'il y avait un certain nombre de paramètres sur lesquels on peut bouger, mais en fait, si je vous suis, les deux paramètres sur lesquels on peut bouger, soit c'est l'âge de la retraite, visiblement là on vient de fermer la porte, soit c'est le sens de la réforme de Marisol Touraine, c'est-à-dire d'augmenter la durée de cotisation. Mais c'est quand même. Est-ce que Pascal Perrineau, est-ce qu'avec cette déclaration, peut-être cette maladresse, je ne sais pas si c'est votre interprétation, en tous les cas ces propos de François Bayrou, c'est le signe que le conclave est terminé? Le conclave peut perdurer si les acteurs en sont d'accord, parce que souvenez-vous, par exemple, dès le départ, EFO n'est pas là. Bon, voilà, donc un syndicat, tout de même important, refuse même de rentrer dans cette logique de consultation des forces sociales. Ce conclave, il n'est pas décisionnel. Il éclaire le choix qui reste un choix politique. Il faut bien que les acteurs en aient conscience. Il n'y a pas simplement la question de l'âge. Ce conclave, il pourrait continuer à travailler, par exemple, sur les carrières particulièrement pénibles. Enfin, il y a d'autres enjeux qui touchent les problèmes, le champ des problématiques relatives à la retraite, que ce conclave peut traiter. Parce que le gros problème... Est-ce que vous pensez que c'était le sens de l'organisation de ce conclave ? Écoutez, je ne sais pas, moi, ce que les acteurs ont bien voulu comprendre. Non, tout le monde s'attendait plutôt à un deuxième tour, après la mobilisation dans la rue, d'essayer d'avoir une mobilisation des acteurs pour tenter de bloquer le processus. Mais on voit bien que cela échoue, surtout que le contexte a profondément changé. Une France qui est en train de rentrer dans une économie de guerre. On voit que ces problématiques sur l'âge de la retraite, ça paraît à la limite complètement absurde. Et que voilà, on va dans quelque temps considérer qu'il faut peut-être augmenter l'âge de départ de la retraite. Donc faut tout de même être sérieux là-dessus. Mais je crois que c'est comment on en sort. Parce qu'avoir monté cette affaire, qui a été le nœud essentiel de la négociation pour éviter la censure. On est là aussi à un moment de vérité du gouvernement Bayrou. Bien sûr. Alors, en effet, on le voyait très bien là, dans ce que nous venons de voir. Un quart d'heure, j'exagère, mais 5 minutes extrêmement émouvantes sur la disparition des corps intermédiaires dus à la période révolutionnaire. Il n'a pas complètement tort dans l'analyse. Et puis ensuite, il est un peu saisi par la question un peu abrupte de la journaliste et il dit non. Voilà, point à la ligne, non, mais est-ce que j'y ai vraiment bien réfléchi? Est-ce que surtout c'est le moment de dire non? C'était peut-être pas le moment de dire non. Est-ce que c'était pas un moment de vérité? Est-ce que c'était pas l'expression de ce qu'il ressentait? Le moment de vérité, il faut le choisir. Et c'était peut-être pas ce moment qui était le bon. Claire, est-ce que la droite est sur la ligne augmentation
de l'âge de la retraite, ou bien est-ce qu'elle est sur la ligne, par exemple, exprimée ce matin chez nos confrères et consoeurs de CNews par la voix d'Amélie de Montchalin? Est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que c'est fini? La retraite à 62 ans, vous dites c'est derrière nous? La retraite à 62 ans, avec le cadrage qui a été fixé, de revenir à l'équilibre du système des retraites en 2030, c'est pas qu'on dit que c'est fini ou pas fini, c'est juste, c'est pas réaliste. Maintenant, ce qu'il faut dans notre pays, c'est que nous arrivions collectivement à nous dire que la démocratie sociale est un gain. Moi, j'ai été ministre de la fonction publique. Je peux vous dire quelque chose. Toutes les réformes que nous avons réussi à faire dans la fonction publique et qui sont des réformes importantes, on les a faites parce qu'on a fait confiance aux partenaires sociaux. C'est le point de vue à droite aussi. Non, mais de toute façon, à droite, même avant que nous rentrions dans, je ne sais pas si on peut l'appeler une économie de guerre, mais en tout cas, c'est... Oui. Je comprends, même la droite, enfin, il n'y a aucun monde où la droite dit qu'il faut baisser l'âge de départ à la retraite. Et il y a beaucoup plus un monde où il faut l'augmenter, plutôt. Donc, c'est pas à droite que c'est le plus intéressant pour l'instant, que les réactions sont les plus intéressantes. C'est du côté des extrêmes. Parce que ça y est, la menace d'une censure revient. Oui, c'était la question que je voulais vous poser, c'est jusqu'où le RN est prêt à aller dans la bataille? Eh bien, le RN, ça fleurit chez les lieutenants, mais la petite musique, c'est attention. C'est-à-dire que là, il nous donne une bonne raison, François Bayrou, d'entraîner sa chute. Et on sait que le RN en est tout à fait capable, on sait que le RN attend son heure, la bonne heure. On sait que Marine Le Pen est en plus dans une position politique très délicate avec une possible inéligibilité. Il y a un peu une possibilité de laisser aller pour le RN, même si nous sommes dans un contexte où il faut littéralement trouver de l'argent pour nos armées. Et même là, le RN n'aurait aucun remords peut-être à faire tout le gouvernement. Sur ce sujet, je pense, Vincent, qu'il faut bien écouter ce que va dire demain Marie-Lise Léon. Demain de la CFDT. Mercredi, pardon, se réunissent les syndicats et le syndicat d'abord. La prochaine réunion officielle du conclave, c'est jeudi. Comme les temps sont graves, les syndicats se réunissent en amont mercredi pour faire un point sur ce qu'a dit justement le Premier ministre. Et derrière la CFDT et Marie-Lise Léon, vous avez le PS. Et si elle sort très dure, ça va être compliqué pour le PS de ne pas rentrer dans une logique de motion de censure, je pense, que pourrait voter évidemment le RN. Donc je pense, là, en effet, ça va être très intéressant. Là, je pense qu'ils ont tous au téléphone, et de voir ce que va dire exactement Marie-Lise Léon, c'est très important. Que veulent les Français sur le sujet, Pascal ? Les Français, ils se rendent bien compte, si vous voulez, que c'est vrai que la réforme des retraites, c'est pas une réforme populaire, mais ça ne l'a jamais été. À chaque fois qu'on touche aux retraites, en effet, et à l'âge de départ à la retraite, ça n'a jamais été populaire. François Fillon, quand il était aux affaires sociales, s'en est bien rendu compte. Voilà. Et comme on part de très loin, la retraite à 60 ans, vous comprenez, voilà. À chaque fois qu'on en rajoute un peu, mon Dieu, ça apparaît comme étant une remise en cause effrayante des privilèges acquis. L'opinion publique française, elle juge cette affaire par rapport à l'histoire de la réforme des retraites en France. Mais en revanche, et on ne peut pas lui jeter la pierre, elle ne compare pas le cas français à ce qui se passe chez nos voisins européens. Et à ce moment-là, à mon avis, les Français seraient plus, je dirais pas raisonnables, c'est idiot, mais seraient peut-être plus équilibrés dans leur jugement. Célestine ? Non, mais je pense qu'il y a une vraie question que soulevait Anne notamment, c'est ce que va faire la gauche. Et en fait, il y a quelque chose que François Bayrou peut penser, c'est que le contexte international lui donne une forme d'assurance vie. C'est-à-dire que qui serait suffisamment un peu fou pour renverser un gouvernement par temps de guerre et de menaces russes aux frontières. Mais je pense que ça va lui revenir dans la tête, comme on dit, parce que la gauche, tôt ou tard, va comprendre qu'elle s'est fait un peu enfumer par cette histoire de conclave. Et déjà, le reste de la gauche lui avait fait comprendre, les insoumis, les premiers. Et donc, pour se replacer dans l'opposition, c'est quand même l'un des totems de la gauche, la retraite à 62 ans. Je vois pas comment ils vont faire le dos rond, sachant qu'effectivement, le conclave, certes, n'est pas encore mort, mais il y aura la décision de la CGT peut-être de quitter la table. À partir du moment où si tout le monde commence à quitter la table des négociations, je vois pas
je vois pas ce qu'il en sort. D'autant que, apparemment, la CFE-CGC ou le CFTC ne sont pas non plus très allantes sur la question. Enfin, en tous les cas, elles ne seraient pas contre de revenir à 62 ans. Ah non, c'est assez unanime comme demande. Après, il y avait du grain à moudre sur les questions de la pénibilité, des carrières longues, des carrières des femmes qui sont souvent plus hachées. Et c'est vrai que là, François Bayrou, il gèle des discussions qui auraient quand même pu donner qui auraient pu avoir quelques résultats sur tous ces sujets-là. Mais c'est sûr que quand on parle du côté patronal, qui ont bien les chiffres, ils vous disent, je parlais récemment avec une figure patronale, ils disent, mais en fait, ils vous disent, évidemment, non, mais ce qu'il faut, c'est 68 ans. Enfin, et évidemment, et ils ont raison, vu la démographie des finances publiques françaises, vous savez, là, demain, l'INSEE va revoir la croissance pour la France. Évidemment, il va la baisser. La Banque de France vient de la baisser, vu les tensions aux États-Unis. Ça va être impossible de tenir notre déficit, qui est déjà le plus élevé d'Europe. Donc, est-ce que c'est le moment où on est surendetté, la charge de la dette a encore augmenté? Tout ça, c'est compliqué, mais en raison du plan allemand qu'il faut augmenter toutes les dettes européennes. Donc, rajouter encore des charges aujourd'hui, ne travailler moins dans ce contexte, c'est plus qu'absurde, c'est complètement irresponsable. Donc, évidemment qu'on ne peut pas le faire, mais que c'est aussi de la politique, que les syndicats, ils ne sont pas là pour... C'est pas de nature, pardon, je vous coupe, mais à faire bouger ni l'opinion, ni la gauche, ni le Rassemblement national. Mais très étonnamment. Il y a vrai qu'il y a une exception française sur ce sujet. Tous les autres pays européens sont plutôt... Il y a des pays à 70 ans, 67 ans, et les réformes se passent vaille que vaille. Il y a un petit peu de gens qui râlent, mais il n'y a pas du tout cette tension en France. Il y a un rapport au travail très particulier en France, avec en effet, peut-être parce qu'il y a eu peut-être aussi des progressions chaotiques, avec parfois des retours en arrière, en avant. Et du coup, il y a pas du tout... C'est pas du tout un sujet apaisé. Sans doute, là, il faudrait des grands sociologues pour l'expliquer. C'est très, très particulier, le rapport au travail des Français. Alors, vous me disiez justement les uns et les autres que la balle est quand même aussi dans le camp de la gauche dans ce dossier. Et c'est intéressant d'y revenir parce que ça vous a peut-être échappé, mais les débats commencent à surgir dans la partie de la gauche qui n'est pas insoumise sur la question de la réinvention de la gauche. Et ça vous a peut-être échappé aussi, mais on est là justement pour rattraper si vous avez raté. Le mouvement de Raphaël Glucksmann, Place Publique, était en congrès ce week-end. On écoute son leader. Et notre obligation, c'est donc de rassembler, d'élargir, d'accueillir, mais toujours dans une clarté absolue, en respectant le projet que nous porterons en juin. Et je le répète donc, cela ne se fera pas avec des gens qui ne respectent pas ce projet. Parce qu'au fond, je sais les arguments qu'on va m'opposer, mais au fond, nous ne pouvons pas gagner si nous transigeons sur nos principes. Pour une raison simple, c'est que nous ne méritons pas de gagner si nous transigeons sur nos principes. Donc ça concerne notamment les insoumis. Est-ce que c'est possible de gagner sans transiger sur les principes? Raphaël Glucksmann nous a montré une forme de souplesse par le passé. Dans un premier temps, il ne faut pas transiger. Parce que pour cette gauche non éléphiste, il faut qu'elle se reconstruise alors qu'aujourd'hui, elle est encore une force complètement marginale. Souvenez-vous, le score d'Anne Hidalgo à l'élection présidentielle, en dessous de 5%, c'est-à-dire un PS qui est en voie de disparition. Et au fond, ce PS ne doit pas oublier que la seule fois où il a réussi à sauver la mise, c'est aux dernières européennes, derrière la candidature de Raphaël Glucksmann. Là, la gauche non éléphiste a réexisté, elle était en 3e position, juste derrière la liste macronienne dirigée par Valérie Hayé, et elle avait 13,5% à peu près. Alors c'est pas extraordinaire, mais vous voyez, 13,5%, on existe, 3-4%, on n'existe pas. Bon. D'autre part, Raphaël Glucksmann est, quand on regarde les sondages d'opinion, est un leader qui a une image forte. D'autre part, il n'y a pas la gauche, il y a des gauches. Il faut d'abord... Est-ce que, Pascal Perrineau, et c'est une question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que le problème aussi de cette gauche qui fait partie de ces gauches,
c'est qu'il y a justement plusieurs gauches à l'intérieur de ces gauches. On a l'impression qu'ils sont divisés sur un timbre-poste. Ah oui. Mais ça a toujours été le cas. Vous savez, quand le Parti socialiste se reconstruit à la fin des années 60 et va se rassembler derrière François Mitterrand, puis 10 ans plus tard, ils arriveront au pouvoir, la gauche était extrêmement divisée, il y avait de multiples leaders, c'était des fragments d'un timbre-poste aussi. Il y a les courants du Parti socialiste aussi. Et Gaston Defferre avait fait en 1969 5% des suffrages exprimés en tant que candidat socialiste. Donc ça n'est pas complètement impossible. Simplement, il faut qu'il se reconstruise et qu'il pèse. C'est le début du processus initié et pour ça, il faut qu'il coupe avec la France insoumise. C'est clair et net. Il faut qu'ils gardent leurs principes, comme dit Raphaël Glucksmann. Pour l'instant, Célestine, en tous les cas, la rupture paraît consommée. Il y a des mots très durs de part et d'autre de chaque camp insoumis et du camp non insoumis. Oui, c'est clair que pendant un temps, la peur des socialistes comme des écologistes, c'était qu'il y ait une nouvelle dissolution. Parce que forcément, l'union des gauches, de fait, devient presque obligatoire pour des questions purement électorales et de circonscription. Aujourd'hui, je pense que la menace d'une dissolution s'éloigne du contexte international, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise avec Emmanuel Macron, on le sait. Ou d'une censure. Exactement, mais effectivement, là, on les voit mal repartir ensemble. De 2027, de toute évidence, Jean-Luc Mélenchon ira tout seul de son côté, et la gauche, le reste de la gauche, c'est soit une candidature commune, d'accord, mais il faudrait les socialistes et les écologistes, les communistes, j'imagine mal, qui se rangent derrière les socialistes et écologistes. Donc en fait, tout est hyper flou, mais je pense que très intéressant aussi dans la question de comment la gauche non insoumise se réinvente, c'est toute la question programmatique, tout le travail de fond qu'a fait en fait LFI. C'est-à-dire que l'été dernier, pendant les négociations pour le nouveau Front populaire, les insoumis ont tellement fait un travail programmatique depuis plusieurs années qu'ils sont arrivés autour de la table avec leur programme, leurs mesures, et en face, ils se sont retrouvés avec les socialistes, les écologistes et les communistes qui, en fait, n'avaient pas tellement planché sur tous ces sujets-là. Et donc, on se retrouve avec un programme du nouveau Front populaire qui comprend beaucoup de mesures insoumises, parce que tout ce travail de recherche, de programme et de mesures n'a pas vraiment été fait, ou du moins, il n'y a pas de renouvellement idéologique dans cette gauche, ce qui fait que on a du mal à voir quelles sont les idées fortes de ces partis-là. Quelles seraient les pistes, Anne, qui, en matière économique, permettraient à cette gauche de se réinventer? À la gauche non LFiste. Oui, et ça, c'est une bonne question, Vincent, parce qu'en fait, il y en a au moins une dans cette émission. Alors, attention, que d'excellentes questions, Vincent. Sur l'économie, et notamment, on a parlé des retraites tout à l'heure. Et les retraites, je dirais, c'est vraiment la frontière où vous voyez, est-ce que vous êtes dans l'idéologie ou le pragmatique? Parce que, honnêtement, il n'y a pas un économiste qui... Si vous prenez, si vous trouvez toujours des économistes, ça veut dire qu'il faut travailler moins, mais franchement, c'est qu'il faut quand même beaucoup tordre les chiffres. Et sur les retraites, pour l'instant, la gauche, Raphaël Glucksmann, est aussi pour une baisse du temps du travail. Et elle est très dure sur les questions budgétaires. Donc, c'est amusant, c'est sur l'international, où il y a vraiment un clivage très net. Et sur les questions économiques, franchement, vous avez des gradations. Mais globalement, le clivage, il est vraiment entre la Macronie et le PS. Le clivage sur les questions, grosso modo, ce qu'il faut être responsable par rapport à la dette, le regard sur la dette, sur les déficits. Donc il y aurait sans doute, il y a un boulevard pour cette gauche modérée, pour réinvestir les questions économiques, des questions de finances publiques qui vont devenir, qui sont déjà monumentales pour la France, mais qui vont devenir vraiment de plus en plus existentielles dans les prochains mois, vu une fois de plus tout ce contexte. Et c'est vrai que pour l'instant, ils sont très, au mieux, on va dire, très loin du sujet ou très, très décontractés sur le sujet. Je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une incapacité à se réinventer dans la mesure où ce qui a précipité l'une des chutes du hollandisme, je parle sous le contrôle de Pascal Perrineau, ça a été la loi El Khomri, ça a été des lois qui économiquement ont été saluées par la suite, la politique de l'offre initiée par François Hollande, mais qui finalement politiquement ont coûté très cher au camp Hollande et au camp socialiste avec la montée en puissance des frondeurs à l'époque. C'est une autre spécificité française, c'est que vous avez une gauche qui reste quand même sur les sujets économiques, très marqué par on va pas dire un fond marxiste, c'est trop fort, mais vous avez quand même, juste pour terminer, une personnalité
quand même pas inintéressante, puisqu'il est ministre de l'économie, qui fait un peu la jointure aujourd'hui entre les deux. Ouais. Éric Lombard, il est très proche de la Macronie, il est dans le business, mais c'est un homme qui vient de la gauche. Et qui a un logiciel. Et voilà, qui quand même peut jouer ce rôle d'intermédiaire. Quel serait, à droite, Claire, est-ce que on craint, dans la droite non RN notamment, on craint une recomposition à gauche? Est-ce que... Qui pourrait faire la jonction avec l'aile gauche de la Macronie, par exemple? Je pense que... Je ne pense pas. Je pense que la droite en est au mieux à espérer le retour d'un clivage droite-gauche, mais je pense qu'on n'y est pas du tout, ou au moins tout à fait sauf sur la loi sur le narcotrafic, apparemment. Oui. Non, je pense pas qu'elle se pose cette question. En fait, ce qui s'est passé très récemment, à mon avis, mais je suis pas... chez nous, c'est Pierre Lepelletier qui écrit, et Richard Fleurin qui écrit sur la gauche, donc ils sont vraiment... C'est pour ça que je vous pose des questions sur la droite. Oui, mais plus alors, je vais y répondre, par comparaison à ce qui s'est passé à gauche et à droite ces derniers mois. Et je parle des Républicains et du Parti Socialiste. Deux partis historiques qui se définissent tous les deux comme des partis de gouvernement. Des deux partis, il n'y en a qu'un qui est allé au gouvernement. Et donc, qui existe. Le PS, qui à un moment, individuellement, a pu être tenté de le rejoindre, ne l'a pas fait. Et donc vous posiez la question tout à l'heure, comment le Parti Socialiste peut se détacher de sa partie la plus extrême, à savoir LFI. Eh bien, peut-être que c'était en entrant dans un gouvernement. Et donc maintenant, la solution, c'est quoi? C'est de se détacher de cette espèce de l'ogre Mélenchon qui est une espèce de trou noir et qui mange tous ces petits satellites. Alors peut-être précisément, justement, Jean-Luc Mélenchon appelle ses troupes à manifester le week-end prochain. Et ça fait d'ailleurs polémique du fait d'affiches qui ont été publiées à cette occasion, notamment avec Cyril Hanouna, affiches qui ont été accusées d'être antisémites. Voici la réponse ce dimanche de Jean-Luc Mélenchon quand on lui a posé la question. Pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? De quel droit? Qui vous êtes? Parce que c'est vous. Vous m'accusez? Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre nous. Il ne fallait pas publier ce visuel. Alors attendez. Donc maintenant on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de M. Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée? Moi je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo? Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Commentaire, analyse, Célestine. C'est presque à en glacer le sang, mais en fait, je trouve, d'ailleurs sur cette marche, et au-delà de la polémique sur l'affiche, puisque c'est mon coup de griffe, donc je reviendrai plus tard là-dessus, mais en fait, les Insoumis ont quand même du mal, ces derniers jours, si ce n'est ces dernières semaines, à franchir le mur du son par le contexte international. Alors justement, c'est un peu la question que je me posais moi, quand j'ai vu cette séquence-là, et surtout en regardant chacun qui était dans son rôle. Je salue d'ailleurs l'attitude de mon confrère Francis Letellier qui a gardé son sang-froid. Est-ce que c'est pas aussi un moyen d'attirer du monde à une manifestation dont les organisateurs craignent qu'elle vire au flop? C'est possible, j'en sais trop rien. Après, je pense que c'est toujours dans cette même stratégie du bruit et de la fureur qui est quand même la stratégie mélenchoniste. Mais je pense que justement, c'est un peu compliqué par ces temps troubles, ces temps de contexte de guerre pour les Insoumis, tant d'une manière programmatique, parce qu'en soi, sur la question du contexte international, même leur position sur l'Ukraine, c'est-à-dire en fait un non-alignement ni Poutine ni Trump, et en fait un désarmement aussi des grandes puissances, c'est pas très audible. Au moment où l'Europe est en train de vouloir se réarmer, c'est pas très audible. Et qui plus est, sur les questions, notamment, on en parlait tout à l'heure de la retraite, aujourd'hui, le contexte international est tellement en train de tout écraser dans les sujets que je ne sais pas si on peut mobiliser 2 millions de personnes aujourd'hui sur la réforme des retraites. On voit que les Français sont absolument angoissés par le contexte international. Alors c'est peut-être le cas, mais c'est compliqué quand même pour les Insoumis de faire vivre, eux qui étaient quand même dans une stratégie très simple, faire tomber tous les gouvernements jusqu'à faire tomber Emmanuel Macron. Dans ce contexte, c'est un peu plus compliqué pour eux. Anne ? Oui, non, j'ai hoché la tête sur les retraites parce que je crains, le sujet est, à mon grand regret, tellement irrationnel que je crains qu'il y ait des mobilisations massives si jamais les syndicats l'appelaient sur le sujet. Mais bon, j'espère qu'on n'en est pas là. Pascal, sur les
La dernière sortie mélenchonienne. Écoutez, c'est pitoyable. C'est pitoyable de s'adresser comme ça à un journaliste qui fait son métier en lui disant « ça suffit, taisez-vous ». Hein, tout simplement. C'est du mauvais marché. C'est du mauvais marché, oui. Parce que le journaliste, au travers de cette affiche, qui est une affiche vraiment sinistre, qui d'ailleurs, auprès de certains leaders de LFI, a provoqué des questions au point qu'ils ont retiré cette affiche, en disant tout de même cette affiche joue sur des stéréotypes antisémites évidents. C'est le point de vue également d'Edoui Plenel sur Twitter. Hein. Voilà. Bon, alors si même Edoui Plenel reconnaît ça... Mais on prête un fort désamour entre le fondateur de Mediapart et les Insoumis. Voilà. Donc c'est extrêmement inquiétant de réagir comme cela, mais surtout ça touche quelque chose qui, dans cette partie de la gauche, est extrêmement sensible, c'est le fait que oui, historiquement, depuis 2 siècles, l'antisémitisme de gauche, ça existe. L'antisémitisme de droite, ça existe. Hein. Bon, mais ça, on en parle beaucoup. Mais l'antisémitisme de gauche, ça a toujours existé. Est-ce que ça n'a pas été un tabou, d'ailleurs, pendant... Mais bien sûr, ça a été un tabou. Mais les historiens l'ont très bien documenté. Il y a plusieurs ouvrages extrêmement intéressants sur l'antisémitisme. Si vous voulez, c'était un anticapitalisme qui, au XIXe siècle, est devenu un antisémite, un antisémitisme, le juif étant la représentation de la banque et du patronat. Hein. Bon, et donc là, il y a eu un glissement, mais même chez Marx, il y a un antisémitisme. Vous lisez Proudhon, alors je vous recommande de lire Proudhon, c'est d'une violence antisémite littéralement incroyable. Donc que l'antisémitisme s'exprime à LFI, j'allais dire rien de nouveau sur le soleil. Mais on voit bien que chez Jean-Luc Mélenchon, c'est pas le seul sujet, mais ça suscite chez lui une espèce de rage qu'hélas, il n'arrive pas à contrôler. On va passer à la dernière partie de cette émission qui touche à sa fin. C'est toujours en tout cas passionnant de vous entendre, avec vos coups de griffe et vos coups de cœur. Et je commence avec vous, Claire. Comme coup de cœur, mais c'est plutôt un à bientôt adressé au centre Georges Pompidou qui ferme ses portes pendant 5 ans pour rénovation. Et c'est assez extraordinaire. C'était il y a une semaine, c'était le dernier week-end où on pouvait aller voir les œuvres d'art moderne et contemporain. Et une bonne partie de ces œuvres vont être scellées. Donc c'est un truc, enfin c'est un truc de dingue. Vous avez des Fernand Léger qui vont être sous scelle, donc assez incroyable. Et je tiens à dire que c'est l'un des musées les plus visités du monde. Donc voilà, c'est un peu la vitrine de l'exception française culturelle. Donc voilà, j'ai choisi ça comme coup de cœur. Et comme coup de griffe. Comme coup de griffe, j'aurais voulu évoquer les coupes budgétaires fédérales dans le domaine de l'éducation qui ont été opérées par Donald Trump, qui s'abattent notamment sur l'université Johns Hopkins, qui est juste une des universités les plus en pointe sur la recherche médicale. Et qui donc, en raison de ces coupes budgétaires, va devoir supprimer près de 2000 postes. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. On continuera de suivre ça. Il y a déjà pas mal d'articles d'ailleurs sur le sujet à retrouver sur le site du Figaro. Merci beaucoup Claire. Pascal. Alors, moi, mon coup de griffe, c'est Jean-Luc Mélenchon. Quand vous l'avez vu, c'est assez facile, en effet, de donner un coup de griffe à ce type de comportement. Qui est inadmissible. Et d'autre part, je ne suis pas le seul à penser ça. Vous savez que Jean-Luc Mélenchon, on ne le dit pas assez souvent, c'est l'homme politique le plus impopulaire aujourd'hui en France. Vous regardez les baromètres de popularité, il est tout en bas. C'est d'ailleurs ce qu'a révélé le dernier baromètre Odoxa, Backbone Consulting pour le Figaro. En cas de crise internationale, qui est le mieux placé? Édouard Philippe tout en haut, Jean-Luc Mélenchon tout en bas. Tout en bas. Et je crois que Jean-Luc Mélenchon est son meilleur ennemi. Tant pis pour lui. Mon coup de cœur, en revanche, on va passer les frontières, c'est le nouveau chancelier allemand, Monsieur Merz, personnellement que moi je ne connaissais pas, je le connaissais de nom, je ne l'avais jamais vu, je l'ai vu intervenir devant le Bundestag, j'ai écouté attentivement ses interventions à la suite de l'accord qu'il est en train de passer avec ses partenaires pour constituer un gouvernement stable, et on redécouvre un grand chancelier allemand, qui sait s'attaquer à des tabous, celui de la dette, celui du réarmement de l'Allemagne, et on sait qu'il n'y a pas
d'Europe crédible. À l'heure où on parle d'Europe de la défense, c'est là-dessus, souvenez-vous, qu'au début des années 50, l'Europe avait échoué. Si on veut franchir ce pas, on a besoin, j'allais dire, d'une Allemagne forte, d'une Allemagne présente. Et avec Merz, je crois qu'on peut avoir confiance. On verra si Friedrich Merz, le chancelier Merz met ces menaces, entre guillemets, de faire de la dette à exécution, les Français, et en particulier les finances françaises, ne lui mettront pas un coup de griffe. On y reviendra peut-être. Et puis il est impressionnant, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé longtemps dans des boîtes américaines. L'Allemagne est évidemment très, très proche des États-Unis pour plein de sujets, et il a eu des discours très fermes sur Donald Trump. Non, mais je suis d'accord, il est très impressionnant, capable de... Il sait où il va. Il sait exactement où il va, et très courageux, c'est par rapport à son opinion. On continuera sur ça. Puisque vous avez la parole, je vous la laisse, ma chère Anne. Mon coup de cœur était aussi international, c'est pour le nouveau Premier ministre canadien McCartney, qui est à Paris ce matin. Et quelque part, c'est aussi pour, ce qui est en rebond à ce que nous disait Claire, c'est aussi pour dire qu'on peut tirer du bien en Europe des grandes difficultés qu'affrontent les États-Unis avec l'administration complètement erratique de Donald Trump. Évidemment, un Premier ministre canadien, traditionnellement, sa première visite, c'est où? C'est toujours Washington. Ça n'existe pas d'aller ailleurs qu'à Washington. Et là, boum, première visite en France, puis Grande-Bretagne. C'est incroyable, c'est assez historique. Et c'est peut-être un petit aiguillon pour dire que si l'Europe a réussi à bien réagir, on peut sortir grandi de ce moment très compliqué géopolitique. Votre coup de griffe? Et mon coup de griffe, là, je vous laisse en trouver un. On va prendre le coup de... J'en avais un, mais je l'ai oublié. Je dirai un peu. On va prendre le coup de cœur. On va prendre le coup de cœur de Célestine. Alors, mon coup de cœur, c'est une résolution qui a été adoptée la semaine dernière à l'Assemblée nationale pour rendre public les cahiers de doléances. Ça fait quand même 6 ans qu'ils dorment sur des étagères. Aujourd'hui, on a accès plus facilement aux cahiers de doléances de 1789 que ceux de la crise des Gilets jaunes. On n'en a rien fait. C'est dommage. Il y a 2 millions de Français qui ont écrit dedans. Moi, j'en ai consulté pour un papier. C'est des récits de vie, des gens qui se confient, qui ont confiance. Et à l'époque, il y avait confiance au fait que leur parole sera tôt ou tard écoutée par le chef de l'État. Ça n'a pas été le cas. Donc, c'est quand même un premier pas vers ça. Et mon coup de griffe, je le donne avant toi. Le coup de griffe, alors c'est pas tant sur Jean-Luc Mélenchon qui en mérite effectivement un, mais c'est sur la défense très bancale des Insoumis sur cette affiche. Je sais pas si vous aviez vu cette séquence dans C'est à vous sur France 5 de Paul Vanier, qui est un député insoumis, qui expliquait que c'était la faute, grosso modo, à Grok, qui est l'intelligence artificielle d'Elon Musk sur X. Oui, qui a dit que c'était Grok qui avait généré, qui leur avait inspiré la génération de cette affiche. Donc, c'est la faute de l'IA. Il faut donner des consignes à l'IA pour arriver à une image. Donc, je trouve ça bizarre d'arriver à celle-ci. Et je trouve ça très contradictoire d'un parti comme les Insoumis, qui sont tout le temps vent debout contre Elon Musk, d'utiliser, au lieu d'un graphiste que l'on rémunère, une intelligence artificielle pour générer une affiche qui plus est antisémite. Un coup de griffe. Mon coup de griffe, je m'en rappelle. Et en plus, ça y est, je rappelle, parce que vous nous l'aviez dit avant l'émission. Et effectivement, ça pouvait être un sujet aujourd'hui. Ça ne l'est pas, parce que c'est un anniversaire. C'est un sujet sérieux, qui est les 5 ans du déconfinement. Et en fait, je pense que c'est quand même été une expérience assez traumatisante pour tout le pays. Voilà. Et c'est pas pour refaire le débat, fallait-il ou pas, voilà, c'est le passé, c'est pas l'intérêt. Mais en tout cas, ce serait intéressant politiquement, je pense, de plus en parler, s'en saisir. Beaucoup de gens ont eu des expériences très difficiles pendant ce moment-là. Et il y a comme un peu une chape de plomb sur le sujet. Il y a eu des choses quand même très graves, très dures sur les... Vous trouvez qu'on n'a pas assez tiré les leçons et même oui, et puis refermer un peu pour refermer, ne serait-ce que pour refermer la page. Sur les gens qui ont perdu des proches à ce moment-là, qui n'ont pas pu les accompagner, qui n'ont même parfois pas pu les enterrer. Il y a quand même eu des trucs très importants. C'est l'alerte lancée par Laurent Frémont. Voilà, et je pense qu'il faudrait... Voilà, et on met un peu trop couvert dessus. Non, c'est un sujet collectif, en plus, qui nous concerne tous, et ce serait intéressant. Je n'ai pas la solution à comment il faudrait s'en saisir. Mais les politiques, je trouve, devraient beaucoup plus en parler. Et je pense notamment beaucoup de jeunes en souffrent encore. Donc c'est un vrai sujet national qui est vraiment mis sous le couvert. Ça pourrait être des cahiers de doléances qui pourraient être récupérés par Célestine Gentilhomme. Merci beaucoup de nous avoir, en tous les cas, suivis. Merci de votre présence et de cette discussion toujours passionnante. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Club Le Figaro Politique avec, bien évidemment, Yves Tréhard. Merci.